Bonsoir à tous, bienvenue à cette première conférence de la soirée, Les femmes dans la finance. Pour commencer, je vais laisser nos intervenantes se présenter chacune leur tour. Bonjour, Annelise Pierchon, trésorière d'ONU Femmes France. Ah oui, c'est court. Bonjour à toutes et à ces deux messieurs. Je suis Valérie Dejean, je travaille chez Euroclear et je suis députée d'un département qui s'appelle Group Business Solutions. Bonjour à toutes, Anne Barraud, expert comptable, associée, directrice générale du groupe Exponence, qui est un cabinet d'audit, conseil et expertise. Merci beaucoup. Pour commencer, on va commencer par une petite introduction sur quelques chiffres sur les femmes en finance. Donc je vous laisse la parole. Alors, chez Euroclear, sur le papier, on est nickel. 50-50. La réalité sur le terrain, c'est que même si on a le 50-50 globalement, on a encore des progrès à faire parce qu'il y a des espaces, par exemple celui dont je fais partie, l'IT, où on n'est pas à 50-50. Et puis quand on commence à regarder les pyramides d'âge et d'évolution dans la boîte, plus on monte dans les niveaux et moins il y a de femmes. Donc voilà, encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Peut-être pour introduire quelques chiffres, j'ai juste rappelé les lois qui visent en fait à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Donc il y a la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui a pour objectif d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui en France on est à 46%, donc c'est quand même une très belle avancée et du coup ça place en fait la France en tant que leader mondial en la matière. Cependant on se rend compte que plus de 10 ans après, force est de constater que les femmes qui dirigent le CAC 40 en fait se comptent sur les doigts d'une main. 3 à aujourd'hui. Donc il y a une autre loi qui a été mise en place en 2021, la loi Rixin, qui a pour objectif en 2030 qu'on ait 40%, pas que dans les conseils d'administration, mais également dans les instances dirigeantes. Donc là, on fait référence aux comités exécutifs, les leadership teams, etc., avec un échelon intermédiaire en 2026 d'être à 30%. Sur la partie financière, puisque du coup, sur le secteur en tout cas banque, assurance et services financiers, on est à 35% de femmes dans les COMEX, donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on est du coup à l'objectif du prochain échelon de 2026. Mais par exemple sur des fonctions clés, comme les directeurs financiers, il y a aujourd'hui 13% de femmes dans les COMEX qui occupent le poste de directeur financier. Donc c'est encore trop peu, et d'ailleurs on constate que dans les rôles clés, les rôles un peu tremplins pour ensuite accéder à des directions générales, les femmes restent assez rares, on va dire. Elles sont plus sur d'autres postes, comme par exemple directeur de la RSE, directrice des ressources humaines, ou ce type de poste. Merci. Et en cabinet, chez nous, nous sommes 60% de femmes, 40% d'hommes, mais pareil, plus on monte, plus ça a tendance à s'inverser. Et au CODIR, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais et généralement dans les cabinets dans lesquels je suis passée, avec qui j'ai travaillé, cette pyramide très féminine au début a tendance à s'inverser au fur et à mesure de l'âge et de l'expérience. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la première partie. Donc sur cette première partie, on va aborder les défis rencontrés par les femmes dans la finance. Et pas forcément. Le but, c'est que Anne, Valérie et Annelise nous racontent surtout leur parcours actuel et ce qu'elles ont pu faire. Donc je vous laisse la parole, mesdames. Je continue, j'ai le micro. Donc moi, je suis arrivée dans la finance par hasard. En sortant du bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais exactement ce que je ne voulais pas faire. Et on m'a parlé de l'expertise comptable. J'ai essayé, j'ai trouvé que c'était fort intéressant. J'ai fait en initiale des PECF, je suis assez vieille, donc c'est les anciens termes, des PECF, des ECF, des ESCF. Je suis rentrée en cabinet, j'ai fait 4 ans dans un cabinet de taille moyenne à Paris. Ça s'est toujours très bien passé. Il y avait une bonne ambiance. Ça m'a convaincue que c'était bien un métier qui me plaisait, qui m'intéressait, parce que quand on se lève tous les matins pendant plus de 40 ans, il faut quand même savoir ce qu'on veut faire et ne pas y aller à reculons.
Et ensuite, je suis rentrée chez Exponence. Donc ça, c'était en 2002 en tant que chef de mission. Et puis, petit à petit, j'ai progressé. J'ai eu plus de responsabilités, d'encadrement, des dossiers très intéressants parce qu'orientés conseil, c'est-à-dire sur des grands comptes. Je ne dis pas que les petits dossiers ne sont pas intéressants, mais du coup, j'ai travaillé pour des groupes français très connus. J'ai eu l'opportunité d'être directrice associée. Et finalement, donc ça c'était en 2002, 6 ans après, en 2008, j'ai été nommée associée. Et en 2022, il y a eu un mouvement au niveau de la gouvernance du cabinet. Et là, j'ai été nommée directrice générale. Et donc, on est 3 à diriger le cabinet avec un CODIR, dans lequel on est 8, avec différents copiles, CODIR sur lesquels on s'appuie. Et c'est vrai que c'est une expérience très intéressante parce que j'ai le métier d'expert comptable, j'ai mes clients, j'ai mon équipe. Et à côté, j'ai le groupe avec ses projets. Moi, je suis plus orientée interne et RH, donc l'équipe RH chez nous. Et c'est très enrichissant. Et pour revenir au sujet de départ, j'ai pas rencontré de difficultés parce que j'étais une femme et que je pouvais pas accéder à tel ou tel poste. Ça s'est fait toujours de façon fluide et bienveillante. Alors, moi, j'ai un parcours au niveau de mes études. Moi, je suis tombée dans la finance aussi un peu par hasard. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait Dauphine, j'ai fait une maîtrise de gestion et puis ensuite un DESS qui a un nom très pompeux qui s'appelle Stratégie, Planification, Contrôle dans l'entreprise. Bref, contrôle de gestion. Et puis, j'ai commencé à bosser dans le contrôle de gestion et au bout de 2 ans, en fait, je cherchais un nouveau job et on me reproposait déjà le même job. Et donc, moi, je m'ennuie très facilement. Et donc, je me suis dit, ça va pas être possible. Donc, j'ai décidé d'aller faire du conseil. Mais on m'a dit, tu feras bien un peu d'audit d'abord. Donc, j'ai fait 6 mois d'audit et je suis rentrée en janvier. Alors, c'est super l'audit en janvier parce que en janvier, en fait, on a toute l'industrie du fin fond de la France. Donc, j'ai fait beaucoup de petits coins paumés en France à compter des pièces, tout ça, c'était super. Et ensuite, donc, j'ai fait du conseil. C'était chez Price pendant 5 ans jusqu'à devenir manager. Et puis, j'ai décidé de bouger parce que j'avais envie de monter mon propre cabinet de conseil. Donc, je suis partie de chez Price et puis j'ai commencé à démarcher les boîtes avec mon idée de concept de boîte de conseil. Et puis, une des premières boîtes que je suis allée voir avec ma super démarche de vente m'a dit super. Alors, ton truc de conseil, ça nous intéresse pas du tout, mais toi, on voudrait bien que tu rentres dans la boîte. Donc, j'ai laissé tomber mon projet et tout ça. J'avais été choisie par les opérationnels qui m'avaient dit c'est bon, t'as le job et tout ça. Et puis, on m'a dit, il y a une petite formalité, il faut juste que tu ailles voir les ressources humaines pour aller signer ton contrat. Et donc, j'arrive à cet entretien, j'avais déjà laissé tomber mon projet, qui était quand même un beau projet et tout ça. Et puis, j'arrive et je sens que ça va pas être un entretien de signature de contrat. Et la fille des ressources humaines, directrice des ressources humaines, me dit, j'ai regardé votre CV, j'ai vraiment un gros problème avec votre candidature. Ça commençait pas bien. Elle me dit voilà, c'est un monde, c'est la finance, c'est l'IT, c'est un monde d'hommes et vous êtes une femme. Donc ça paraît complètement surréaliste aujourd'hui, mais ça s'est passé pour de vrai dans la vraie vie. Donc je vous assure qu'à ce moment-là, j'étais pas très fière. Donc j'ai expliqué, j'essayais de défendre que même si j'étais un peu handicapée parce que j'étais une femme, je pouvais quand même réussir à faire le job. Et puis donc elle n'était pas du tout convaincue, mais les opérationnels se sont battus. J'ai fini par avoir le job, qui était très compliqué parce que c'était un job d'homme. Et quand même, j'ai passé 15 ans dans la boîte, donc a priori, c'était possible. Donc voilà. Donc peut-être juste, je raconte toujours cette anecdote parce que je trouve que on parlera après des changements du monde, etc. Mais donc j'espère que ça peut plus se produire aujourd'hui. Moi, ça m'a rendue plus forte, mais c'était quand même une expérience pas très sympathique.
Donc voilà, donc j'ai passé 15 ans dans cette boîte que je peux nommer maintenant parce que c'est très historique. Mais donc tout ça, c'était Atos Euronext au départ, et donc c'est le groupe Euronext. C'est devenu Euronext, puis c'est devenu NYSE Euronext, puis c'est devenu ICE, puis c'est redevenu Euronext. Donc j'ai suivi toute cette épopée-là en grandissant dans la boîte, et j'ai jamais eu de problème pour croître dans la boîte, et ça s'est très très bien passé. Mon dernier poste chez Euronext, c'était d'être responsable de toute la partie software d'Euronext sur tous les projets de transformation. Moi, c'est ça qui m'anime et qui me passionne. Et donc, chez Euronext, j'ai fait la transformation agile, j'ai fait la transformation de tout ce qui est, bon, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais automatisation, etc. J'ai changé des sites et des localités. Et puis, j'ai aussi contribué à changer toute la technologie d'Euronext, qui est le moteur de trading qui tourne actuellement. Et puis à un moment donné, 15 ans, c'est chouette. Et puis la boîte a changé beaucoup. J'ai appris plein de choses, mais voilà, j'étais arrivée un peu au bout de ma carrière, donc j'ai décidé de changer. Et ce que je racontais tout à l'heure à Anne-Lise, c'est j'en avais juste marre du travail. Et donc j'ai pris un peu de temps pour moi parce que je savais plus ce que j'avais envie de faire, pas faire, etc. Et je suis partie faire un petit détour dans l'associatif. Donc je suis partie en Afrique, au Bénin, donner des cours de français à des petits gamins. Et c'est la meilleure expérience de ma vie, sans doute, sur l'utilité qu'on peut avoir, le rapport aux choses, et puis l'expérience de vivre totalement ailleurs, mais dans le quotidien, pas pour aller voir les safaris, tout ça. Et donc ça, c'était une expérience géniale. J'ai travaillé pour Solidarité Sida pendant quelques mois aussi, sur l'organisation du festival, et aussi avec les associations africaines, où j'étais babysitter, traductrice. Et donc ça m'a redonné la joie et de l'envie. Et puis ce que j'expliquais, c'est que je réfléchissais beaucoup au sens de la vie, au sens des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, qu'est-ce que j'aimerais faire et tout ça. Donc j'avais des grands beaux projets. J'étais en vacances, et puis un jour il y a Euroclear qui a téléphoné, et j'ai passé les entretiens, et voilà, donc je suis passée d'Euronext à Euroclear, ce qui n'était pas une énorme révolution, mais je suis repartie avec Euroclear avec beaucoup d'énergie. Voilà, 6 ans maintenant que je suis chez Euroclear, responsable d'un département qui fait environ 1000 personnes, réparties dans plein de localités, grosse boîte internationale, plein de challenges, et je m'éclate et j'ai l'énergie à nouveau. Voilà. Pour ma part, j'ai une formation d'école de commerce, et j'ai eu un coup de cœur pour l'audit. Parce que je cherchais donc un métier au départ, je pensais plutôt vouloir faire du commerce international. Et finalement, lors d'un forum entreprise, il y avait plusieurs entreprises qui étaient venues. À ce moment-là, c'était Mazars. Et ils ont fait une super présentation. En tout cas, le métier m'a parlé. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je voudrais faire. Et dans cette boîte-là. Et donc, quand il est venu le moment de trouver un stage, la seule contrainte, c'était que ce soit dans un pays anglophone. Et du coup, j'ai juste postulé dans toutes les boîtes Mazars, dans tous les pays anglophones, pour absolument avoir mon stage. Et donc, sans surprise, j'ai fait mon stage d'1 an chez Mazars au Royaume-Uni. Après, comme j'aimais bien tous les métiers de l'audit et du risque, parce que en vie professionnelle, en fait, ça a été beaucoup jalonné de belles rencontres. J'ai fait un stage chez General Electric dans la direction des risques dans la partie bancaire de General Electric à ce moment-là, General Capital. Voilà, je savais bien matcher en tout cas avec le maître de stage. Et ensuite, comme j'ai bien aimé le secteur d'activité qui était la banque, et que c'était quand même pour l'audit, j'ai ensuite postulé chez PwC pour faire de l'audit financier dans le secteur bancaire. Et comme à ce moment-là, c'était en tout cas un des cabinets qui avait le plus grand nombre de mandats en termes de banque. Voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint PwC. Je suis un peu ce qu'on appelle un bébé PwC, puisque donc j'y suis restée 14 ans. J'ai fait donc 7 ans d'audit financier dans le secteur bancaire, avec des clients comme la Banque Postale, CIC Crédit Agricole. Et puis ensuite, une autre opportunité qui était de pouvoir faire un programme où on peut, pendant en fait, quelques mois, faire un autre métier. Il y avait un des départements qui était en train de se créer, qui est le département innovation. Et encore une fois, une belle rencontre avec le directeur qui venait d'avoir le mandat pour créer ce département-là.
Et donc, bon, j'ai fait ça pendant 3 mois, ça m'a bien plu et on m'a proposé du coup de le rejoindre à temps plein pour continuer. Et voilà, et donc j'ai fait ça pendant 7 ans également. Et enfin, une dernière belle rencontre aussi où l'ancien trésorier de Nufam France souhaitait changer et m'a proposé de reprendre le mandat, et donc, ce que j'ai repris très récemment. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Pour cette partie 2, on va plutôt aborder les opportunités, les avancées récentes dans le secteur de la finance en tant que femme. Donc, sur votre expérience, est-ce que vous avez des conseils à donner sur tout cet environnement ? Comment encourager les femmes à aller jusqu'au bout de leur ambition et parler de cette évolution constante ? Donc, je ne reviendrai pas sur mon expérience, mais je pense que le monde a beaucoup changé quand même. Je pense que dans les entreprises, il y a une vraie conscience maintenant de l'importance de la diversité, de l'inclusion, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Si je parle d'Euroclear, on a en fait un programme de diversité et d'inclusion. Il y a une stratégie, c'est au cœur de notre People Strategy. Il y a des équipes qui s'en occupent. On a des réseaux internes sur les différentes communautés. Il y a beaucoup de communication qui est faite sur l'importance de la diversité. Il y a beaucoup de suivi qui est fait avec, parce que ça commence par ça, hein, la data comme partout. Hein. Avant de savoir si on se diversifie ou pas, il faut savoir d'où on part. Des objectifs qui sont fixés. Bref, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise qui était loin d'être le cas avant. Il y a une vraie conscience de la valeur ajoutée d'avoir une équipe diverse et pas que femmes-hommes, hein, diverse dans tous les sens du terme, que ce soit les nationalités, la sexualité, etc., etc. Voilà, peut-être aussi, moi, à titre personnel, j'ai la chance de faire partie de encore cette rareté des femmes qui sont IT Finance assez haut placées dans l'organisation. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un boss qui, lui, a une vraie conscience de ça. C'est lui qui est le sponsor de l'initiative diversité au sein d'Euroclear et qui en fait aussi un combat personnel. Donc, au sein de ma division, par exemple, alors que ce n'est pas le cas partout, on a réussi à atteindre la parité aussi au niveau de l'équipe de management. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien. Voilà, donc je pense que le monde a changé, le regard des gens a changé et les efforts qu'on y met aussi. Est-ce que pour autant on est arrivé ? Certainement pas. Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais voilà, la conscience est là et la volonté est là. Et les mentalités commencent à changer, donc c'est bien. Alors nous, on est beaucoup moins gros que vous, mais c'est notre équipe RH qui est très active aussi sur tous ces sujets, l'index égalité hommes-femmes qu'on calcule bien évidemment, mais qu'on surveille chaque année. L'inclusion, la semaine du handicap qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec une personne qui nous a suivis. On essaye d'être très actif là-dessus et d'inclure les équipes aussi dans le mouvement. Ça passe aussi par avoir une conscience des problématiques actuelles avec des démarches RSE qu'on fait à tout niveau, vers les clients, mais aussi en interne, ne serait-ce que parce que pour pouvoir exposer, mettre en œuvre des démarches chez les clients, c'est mieux si on les a testées chez nous quand il s'agit d'un domaine un peu neuf comme celui-là. Donc, on a des ambassadeurs RSE dans tous les sites, toutes les équipes, de façon à essayer de bien mixer, de mettre en avant ces éléments. Et au niveau de la direction, c'est porté de façon globale. Ce n'est pas juste la RH qui s'énerve dans son coin. C'est général, c'est global, c'est discuter en codir les actions. C'est une démarche. Enfin, on a tous conscience que c'est indispensable et que ça enrichit le groupe de par juste cette mixité. Moi, si je devais réfléchir peut-être à 3 conseils à donner, il y aurait peut-être en premier d'apprendre à se connaître. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, par exemple, pour ça, utiliser plusieurs méthodes, outils psychométriques pour en fait en savoir plus sur ses traits de personnalité. C'est des choses connues comme le MBTI ou la méthode DISC. Ou encore celui qui s'appelle le Behave Talent, qui est assez complet parce que c'est un peu comme le DISC pour celles qui connaissent, mais en plus, ça prend en compte les croyances qu'on peut avoir de type soit parfaite, fait plaisir, etc.
Le deuxième conseil, ce serait de se faire confiance. Parce que quand on voit par exemple que quand on postule un job, fait qu'on voit en fait statistiquement qu'un homme peut se dire j'ai 60% de ce qui est demandé et du coup pas de problème, je peux postuler. Une femme va vouloir cocher en fait 100% des cases. Donc par exemple une candidate on demanderait par exemple en facultatif de pouvoir parler le coréen. Une femme pourrait se dire ma mère est coréenne, je sais le parler, mais en fait je l'écris pas très très bien, donc finalement je vais pas postuler. Un homme peut se dire j'ai regardé une saison de Squid Game, sur un malentendu ça peut passer. Et donc du coup se trouver à postuler. Donc voilà, donc vraiment se faire confiance et ne pas hésiter à candidater en tout cas sur des jobs qui pourraient vous faire plaisir. Et le troisième conseil, ce serait de continuer à se former. C'est pour moi vraiment important, développer des nouvelles compétences, y avoir des projets et voilà, de ne pas rester un peu sur ses acquis, être en veille soit dans le secteur dans lequel vous êtes ou apprendre sur d'autres secteurs. Ça permet d'avoir des façons de penser qui sont différentes aussi. Par exemple, moi j'en ai pas forcément besoin, mais à un moment j'ai fait un stage à l'école 42 pour apprendre à coder, parce que c'est une façon d'apprendre qui est différente, c'est une façon de réfléchir qui est différente, et voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un autre sujet qu'on pourrait aborder aussi, c'est l'équilibre vie privée et vie professionnelle en tant que femme. Je sais qu'on en avait parlé. Qui souhaite du coup commencer? Parce que, bon, effectivement, être une femme dans la finance, ça ne me paraît pas forcément beaucoup plus compliqué qu'être un homme, malgré ton expérience. Mais je pense que de façon globale, être une femme, c'est aussi être une mère parfois. Et c'est là que les choses, à mon sens, deviennent un peu plus compliquées. Peut-être aussi parce qu'on a tendance à se dire il faut que je prouve que c'est pas parce que je suis devenue maman que je vais pas travailler autant. Donc généralement on travaille plus et puis on est sur tous les fronts. Donc je pense qu'il faut effectivement se faire confiance comme tu l'as dit et ça c'est hyper important. Il faut aussi savoir poser les limites. Si c'est vous qui gérez le petit le soir et le papa le matin, et que le matin vous arrivez à 6h, il n'y a personne. À 18h, il faut partir parce que sinon la nounou, il n'y en a plus. Et qu'à 18h, on vous dit tiens, j'ai un point à voir. Non, en fait, je suis désolée, reviens demain à 6h, on pourra en parler. Donc, il faut aussi savoir mettre ses limites, sans exagérer, bien sûr, mais c'est un équilibre à trouver. C'est pas forcément très facile, ça vient avec le temps, c'est comme le reste. En gagnant en maturité, on arrive mieux à gérer cet équilibre, mais c'est tout à fait faisable. Et moi, une anecdote qui m'a fait très plaisir. Donc, on a ce qu'on appelle les garden parties au cabinet, c'est la grande fête annuelle. Et c'est en septembre, et en septembre 2022, donc on avait annoncé la nouvelle direction. Et à la Garden, j'ai une directrice de mission qui est arrivée en me disant « Je suis tellement contente que ce soit toi, la DG, ça me prouve qu'on peut y arriver. » Alors que pour moi, je ne pensais pas qu'il fallait le prouver, mais elle me dit « Ça donne confiance, c'est vraiment hyper positif. » Et ça m'a fait plaisir. Et je lui dis « oui, en plus, elle venait d'être maman. » Donc, elle était complètement dans le questionnement. Et je dis « Mais t'inquiète pas, ça se gère, tu t'organises et puis tu vas y arriver. Il faut y croire et ça marche. » Je vais peut-être faire un petit partage d'expérience parce que moi, j'ai un parcours un peu bizarre parce que j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc moi, je suis récemment maman. En fait, j'ai un petit garçon de 2 ans. Et donc, c'est arrivé plus tard que la majorité des gens. Donc moi, ça arrive à un moment donné où toute ma vie, finalement, j'ai eu la liberté de travailler comme une folle, d'avoir pas de contraintes, etc. Et puis tout d'un coup, paf, les contraintes arrivent, mais quand je suis assez tard et assez haut dans ma carrière, quoi. Et donc pour moi ça a été une véritable épreuve et je pense qu'il faut à un moment donné être prêt parce que tu parlais de maturité, mais donc moi je suis normalement assez mûre, mais en fait non. En fait finalement non, parce que quand j'ai commencé à être maman, en fait j'ai cru que je pouvais continuer à faire tout parfaitement.
Et donc, je voulais être parfaite au bureau et je voulais être parfaite à la maison aussi. Et donc, ça m'a amené pas loin du burn-out quand même. Je pense que j'ai su ralentir et accepter qu'en fait, les choses, elles vont être moins parfaites, quoi. Si le petit, il bouffe pas du bio et de la purée que je lui fais tous les soirs, c'est pas grave. Je pense qu'il va s'en remettre. Et si il y a des choses que je délègue, des choses que je fais moins, etc., la boîte va s'en remettre aussi, quoi. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est une vraie expérience de vie qu'il faut apprendre à gérer, quel que soit ton âge. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense, en tout cas au niveau de ma boîte, il y a une vraie compréhension maintenant et connaissance de ça. Donc il y a jamais personne qui m'a jugé sur les horaires ou les choses où je pouvais pas aller parce que juste c'était pas possible. Et donc je pense qu'il faut vraiment fixer ses limites parce qu'on a tendance à ne pas s'en mettre nous-mêmes, à se dire non, c'est pas possible, etc. Et les boîtes sont prêtes à entendre maintenant qu'en fait c'est possible, il y a des contraintes et on peut s'organiser autour de ces contraintes-là. Pour ma part, j'ai appris à gérer l'équilibre, puisqu'en fait, quand je suis rentrée chez PwC, je suis rentrée pareil en janvier. Donc, oui. Donc janvier, c'est assez. Il y a beaucoup de choses à gérer, puisque à la fois il y a une grosse activité, puisque la plupart de nos clients clôturent au 31 décembre, et puis la connaissance d'un métier, d'une boîte, les systèmes administratifs, les procédures, etc. Donc beaucoup de choses. Et puis l'enjeu un peu de la période d'essai, où bon, je sais pas trop sûr, donc je me dis il vaut mieux se donner à fond. Et donc je travaillais beaucoup tous les soirs, le week-end, etc. Et donc j'avais du mal à trouver cet équilibre. J'ai été aidée par une initiative que PwC a mis en œuvre, qui s'appelait à ce moment-là Un soir mes amis. Et donc en fait, Un soir mes amis, ça permettait même en période de saison d'avoir un soir où ce soit OK de partir un peu plus tôt, voilà, pour s'organiser différemment. Et pour faire ce qu'on avait envie de faire en fait. J'ai pas d'enfants, mais donc que ce soit pour la famille, pour voir des amis, faire du sport ou même tout simplement, chacun fait ce qu'il veut, il peut rester chez soi et ne rien faire, juste reposer. Et après, progressivement, puisque je pense que ça dépend aussi des moments de carrière, des moments où il faut vraiment qu'on se donne parce qu'il y a peut-être des enjeux, un moment aussi pour être crédible, reconnu, etc. Et puis des moments où savoir dire non, c'est aussi quand même très important. D'autant plus qu'après, si on se laisse déborder, on peut paraître dispersé. Et là, c'est une recette pour la catastrophe, en fait, parce que ça va nous bloquer, même pour pouvoir continuer à monter. Parce que pour pouvoir progresser, c'est aussi être capable d'avoir ses priorités, de les gérer, de dire ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Là, je peux faire un effort ponctuellement, voilà, à des moments importants. Mais ça, c'est quand même important pour continuer aussi à avoir des rôles, voilà, des promotions faites au sein de sociétés. Voilà. Peut-être juste, je voudrais rajouter un truc. En fait, moi, je me suis rendu compte aussi qu'en bossant moins, je bossais mieux. Et donc, c'est une vraie leçon aussi un peu de se dire, en fait, voilà, parce que quand on cumule les heures, etc., à un moment donné, on est plus efficace, ou on pense plus juste, ou on n'a plus assez de recul sur les choses. Et donc, c'est important aussi de se dire, mais en fait, quand on timebox les choses, finalement, on les fait peut-être mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Pour cette troisième partie, on va aborder comment transformer les obstacles en opportunités. Donc, on va un peu développer les compétences, les soft skills, l'importance du leadership, le réseautage, les relations professionnelles. Je vous laisse la parole. Alors, peut-être je vais commencer. Alors déjà, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas ma voix normale. Hein. Juste au cas où vous n'auriez pas noté, je suis malade. Peut-être juste moi, les défis un peu que j'ai eu personnels, et puis il y en a un que tu as cité tout à l'heure, et qui, je pense, sont assez généraux quand je regarde les femmes autour de moi. Le premier, c'est... Alors, j'aime pas du tout réseautage, donc je vais le dire en anglais, parce que c'est moche en français quand même. Hein. Mais c'est le networking. Donc, moi, c'est quelque chose que je faisais jamais. En fait, moi, j'appelle les gens quand j'ai un truc à leur dire, ou quand on a un truc à faire ensemble, etc. Et en fait, l'expérience m'a appris qu'il n'y a rien de plus important que le networking. Que ce soit en interne au sein de la boîte ou à l'extérieur, parce qu'en fait, pour apprendre des choses, pour avoir les opportunités quand elles arrivent, etc., il faut que les gens pensent à vous, quoi. Et c'est pas juste parce que vous avez bossé sur un dossier et sorti un truc bien qu'on va penser à vous, parce que les gens ne le savent pas que vous avez envie de faire autre chose, etc. Donc, pour moi, un des conseils,
ne pensez jamais que juste faut faire son boulot, etc., etc. C'est plus important, delivery. Non, en fait, le réseautage, c'est très important. Donc ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, pour moi, il y a un truc qui a été très clair, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, je pensais on bosse et puis on va être reconnu parce qu'on a bossé et puis on va choper le poste suivant, etc. Et puis la réalité, c'est que pour moi, ça a marché la plupart du temps. Et donc voilà, donc j'étais un peu dans cette démarche, je bosse, je réussis, je fais les choses bien, je bosse plus et puis j'aurai le poste d'après, etc. Et puis à un moment donné, en fait, ça se passe plus. Et donc ça c'est un peu mon deuxième conseil, c'est que faut savoir prendre son destin en main à un moment donné. Et je peux donner un exemple là-dessus. À un moment donné, quand j'étais chez Euronext, j'occupais le même poste depuis super longtemps et puis ça se passait super bien et donc personne voulait me voir bouger parce qu'en fait j'étais là et puis c'était bien en fait. Et puis j'ai essayé plusieurs fois et puis à chaque fois en fait j'avais pas le job. Et puis un jour il y a un nouveau CIO qui est arrivé et donc il voulait lancer un énorme programme de transformation au niveau du groupe. Et puis moi j'étais là depuis un moment et donc j'ai construit mon petit pack de slides et puis je suis allée lui dire voilà si tu lances un programme de transformation, moi je vois tous ces trucs là qu'il faudrait changer, voilà mes idées, voilà comment on va le faire. Et il m'a filé le job quoi. Qui n'existait pas, hein. Il a créé le job en fait. Et donc voilà, donc à un moment donné, il faut vraiment se dire, ok, quand ça marche plus comme ça, juste bosser, c'est quoi mon prochain step et puis comment j'y vais, est-ce que je fais. Il se trouve juste pour la petite anecdote que c'était le plus mauvais choix de carrière de ma vie. Franchement, le job était horrible, mais en soi, c'est ce qui m'a permis d'avoir le job suivant parce que au job suivant, du coup, en gros, la boîte s'était fait racheter et donc le gros programme de transformation n'existait plus, mais ça m'a rendu disponible pour le job d'après. Le job d'après était génial. Voilà, donc à un moment donné, il faut prendre sa vie en main et puis essayer des trucs. Et puis parfois, c'est des mauvais choix, mais ça nous emmène à un endroit qu'on n'attendait pas. Le troisième point, c'est celui que tu as cité pour moi, c'est que on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, il y a un job qui arrive, mais est-ce que je peux vraiment, j'ai pas cette expérience, je sais pas, etc. Les mecs se posent beaucoup moins de questions. Donc voilà, quand vous croyez que vous pouvez pas y aller, mais en fait vous avez 50% du truc, vous pouvez y aller. Au pire, c'est les autres qui vont juger que vous n'avez pas la compétence, mais vous limitez pas vous-même en vous disant c'est pas possible. Non, en fait, c'est possible. Et puis peut-être pour moi le dernier point, c'est donc moi quand je fais les trucs bien, ça se voit. Mais vous pensez que c'est vrai, en fait, ça se voit si je fais les trucs bien. Non, parfois ça se voit pas, quoi. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui se vendent très, très bien. Et nous, femmes, on a tendance à juste faire le truc bien. Et puis, on croit que tout le monde va voir qu'on fait le truc bien. Et donc, mon conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné de dire, voilà, j'ai fait ça, voilà, faire de la com, envoyer un truc, flash info. Voilà, et c'est vous, votre équipe, etc. C'est un truc de leadership, c'est pas un truc de... Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à montrer ce qu'on fait bien, en fait. J'ai pas énormément de choses parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faut arrêter de penser qu'on n'a pas les capacités, qu'on va pas y arriver. On a déjà tout perdu. Alors que les gens autour de vous souvent se disent mais pourquoi il y va pas, enfin si ça marche, et qu'on se coupe des fois soi-même la branche alors qu'on pourrait continuer à grimper. Donc il faut avoir confiance en soi et se dire que si vous êtes arrivé à tel endroit, vous pouvez continuer à progresser et y croire vraiment. C'est important d'avoir un entourage aussi qui vous aide dans la sphère personnelle à y croire. Ça fait quand même une bonne partie des choses. Mais souvent, c'est en soi qu'on se bloque et qu'autour, mais pourquoi tu penses ça? Personne n'a jamais rien dit sur... c'est quoi ton histoire là? Vas-y, continue. Et je pense que vraiment, c'est un point très faible qu'on a par rapport à nos congénères masculins qui, eux, sont persuadés qu'ils sont forts et qui y vont. Et souvent, ils ont raison. Et d'y aller parce que quand on se pose
en conquérant d'entrée de jeu, en disant bah, moi je veux le poste. Pourquoi? Mais parce que tu ne vois pas que je vais l'avoir, là, que j'en ai les capacités. Si nous, à côté, on dit moi je crois que je suis un peu meilleure, regarde, et ben voilà, il faut oser le dire et y aller. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter ce soir. Moi, je dirais que par exemple, par rapport à des situations, il y a des choses, on peut faire on a un contrôle, on peut faire quelque chose, et puis il y en a d'autres, c'est la situation, elle est juste comme ça. Donc finalement, c'est un état d'esprit. Et j'aimerais me rappeler que par exemple, en chinois, quand on dit risque, ça veut dire opportunité également. En fait, il y a le caractère chinois qui est weiji, qui est deux termes, oui, qui veut dire danger, risque, et ji qui va être pour la partie opportunité, chance. Donc en fait, un risque peut se transformer en une opportunité. Et donc par exemple, à un moment dans ma carrière, quand j'ai eu finalement cette opportunité de monter la direction et innovation du cabinet, j'ai eu aussi beaucoup de petites voix qui m'ont dit mais t'es sûr, tu veux faire ça, est-ce que ça va marcher? Tu sais, à ce moment-là, en plus il n'y avait pas énormément de direction et innovation dans les grands groupes, est-ce qu'il faudrait pas mieux que tu continues quand même à faire de l'audit en parallèle, etc. Et je me suis dit non, il faut que je me fasse confiance, je vais me lancer là-dedans. Et donc je me suis donnée du coup à 100% dans cette création, mais c'était une création de département et une création de postes. Et moi j'avais des compétences certes en audit financier, mais c'était quelque chose de nouveau. Donc il a fallu créer tout ça, et ça a permis de développer d'autres compétences finalement, d'être créatif, de vraiment réfléchir quand il n'y a pas toujours un cadre, et ça développe du coup d'autres compétences. Merci beaucoup, on arrive à l'heure. Du coup, je vais devoir couper. Mais si jamais vous avez la moindre question, je pense que Anne-Lise et Valérie se feront un plaisir de vous répondre juste ensuite. Merci à tous d'être venus. On a un workshop juste après qui s'appelle Femmes DAF, comment transformer les obstacles en opportunités de carrière. Donc voilà, ça commencera dans 10 petites minutes. Merci beaucoup.